25 juillet 1995, 17h30. À la station Saint-Michel, dans une rame du RERB, une bombe explose. Elle tue 8 personnes, en blesse des dizaines d'autres. C'est le premier attentat islamiste commis sur le sol français. Il est alors commandité et orchestré par le groupe islamique armé algérien. Cet attentat marque un tournant majeur dans l'organisation des services antiterroristes français qui revoient alors toutes leurs méthodes face à cette menace nouvelle. 20 ans après l'attentat de la station Saint-Michel, alors que la menace islamiste a explosé, quel bilan tirer de l'antiterrorisme français? Quelles réponses les services ont-ils choisi de donner? Pour quelle efficacité? À l'aube de l'été 1995, les services de renseignement sont à cran. De l'autre côté de la Méditerranée, l'Algérie est ensanglantée depuis plusieurs années par une guerre civile qui oppose le gouvernement au Front islamiste du Salut et au groupe islamique armé. La France, qui soutient le gouvernement algérien, est dans le collimateur des islamistes. En décembre 1994, un vol Alger-Paris est détourné. Les services se préparent à d'autres attaques. On a un indicateur, c'est en juin 1995, une revue qui paraît à Londres, Londres qui est le foyer de tous les terroristes du monde islamiste, et en particulier du GIA, qui a une base opérationnelle là-bas et qui a une base de propagande, c'est la revue Al-Ansar. Et cette revue de juin 1995, en première page, on voit la Tour Eiffel cassée en deux. Le contre-espion. Et donc on se dit, nous avons des menaces sur le territoire français. Donc l'été 95 et puis le début de l'automne vont être effectivement confirmation de cette menace. D'abord les faits sur ce qui s'est passé aujourd'hui, Marisburgo. En plein centre de Paris, un homme dont les vêtements sont en lambeaux. Et partout autour de lui, la peur, la détresse. C'était vers 17h40 ce soir, devant la station de RER Saint-Michel. Une bombe venait tout juste d'exploser dans une rame. L'attentat sanglant de la station Saint-Michel n'est en réalité que le premier d'une série de 8 attentats à la bombe. Le 17 août, une nouvelle bombe explose, place de l'Étoile à Paris. 11 jours plus tard, une bonbonne qui n'a pas explosé est retrouvée sur la ligne de TGV Paris-Lyon. Une empreinte révèle l'identité d'un des poseurs de bombes, Khaled Kelkal, un jeune Français. Une traque commence alors, tandis que les attentats continuent. Marché parisien, toilettes publiques, école juive à Villeurbanne, la France vit sous la terreur. Fin septembre, à l'issue d'une véritable chasse à l'homme, Khaled Kelkal est finalement abattu par des gendarmes. Malgré la mort du poseur de bombes, les attentats continuent. Il y avait une obligation de résultat. On est à l'époque où le tourisme s'arrête. La vie économique subit les incidences de ce terrorisme aveugle. Je rappelle les cocottes minutes artisanales trouvées sur les marchés de Paris, des engins explosifs RER, donc transport en commun, ciblage de lieux publics. L'ancien des renseignements généraux. Tout ceci engendre une pression énorme au niveau du politique, bien sûr, et forcément sur les services, qu'ils soient judiciaires ou de renseignement. Il faut absolument trouver, et c'est une course contre la montre. Il faut attendre début novembre, 3 mois après l'attentat de Saint-Michel, pour que le réseau tombe enfin. À sa tête, l'Algérien Boualem Ben Saïd. Ben Saïd a été arrêté donc, dans le 16e, il est 21h et quelques. On a affaire à quelqu'un de solide, déterminé, costume 3 pièces, attache case, qui ne comprend pas pourquoi il est là, donc fait son étonné, et il dit je n'ai rien à déclarer, bien sûr. Et là, les enquêteurs lui montrent les photos, l'album donc Identité judiciaire du RER Saint-Michel, et là, il dit ok, j'ai compris, moi j'ai perdu, mais d'autres viendront après moi, car ici on est chez nous, vos femmes porteront le hijab. Ça fera 3 mois, 10 ans, 20 ans, mais c'est comme ça, et on sera jusqu'en Europe du Nord, et on rayonnera de partout. L'exportation de la violence, c'était ça qui était important. Le juge antiterroriste. La stratégie de GIA, donc, qui était dans
une stratégie salafiste radicale de type califat, et non pas, contrairement à l'IS, qui était la conquête du pouvoir, un peu une stratégie un peu qu'on peut penser frères musulmans. Donc on conquiert le pouvoir, on le tient, mais on reste sur notre territoire, tandis que le groupe islamique armé était pour l'exportation. Les attentats de 1995 montrent que ces attentats, ce n'est pas seulement l'affrontement entre le groupe islamique armé, le GIA algérien et la France. C'est quelque chose qui nous prépare à ce que nous connaissons maintenant. Et c'est là que nous l'avons anticipé en se disant il va falloir élargir le domaine de notre recherche et aller beaucoup plus loin. D'une part, travailler plus intensément sur le Londonistan, qui était composé de Pakistanais, d'Afghans, de Tunisiens, d'Algériens de la mouvance terroriste, et travailler non seulement sur le territoire, mais en relation avec les autres services de sécurité européens, parce que nous avons pris conscience qu'il y a une toile d'araignée djihadiste qui s'est installée en Europe, que cette toile d'araignée a des ramifications non seulement avec le Maroc, non seulement avec l'Algérie, la Tunisie, mais aussi avec tout le monde arabe, et surtout avec la scène pakistano-afghane. Et donc c'est important pour nous d'élargir nos spectres de recherche. Les services de lutte antiterroriste français organisent alors une riposte qui va longtemps préserver le pays d'autres attaques. Au cœur de la contre-offensive, une seule doctrine, frapper avant que les autres ne frappent. Pour cela, les magistrats, regroupés au sein d'un grand pôle antiterroriste, disposent d'un moyen efficace, l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste qui permet de faire comparaître facilement toute personne suspecte. Association de malfaiteurs, c'est une incrimination qui a un avantage du point de vue des forces de l'ordre et de la justice, c'est que c'est une incrimination qui permet, grosso modo, de réprimer l'entente d'un certain nombre de gens pour commettre des faits, avant même que ces faits ne soient commis. Le sociologue. Cette incrimination est particulièrement importante puisque ça va être le fer de lance finalement du dispositif antiterroriste français, qu'il s'agisse du dispositif policier ou du dispositif judiciaire. Du côté policier, 3 services d'intérieur se partagent la lutte antiterroriste. La police judiciaire et 2 services de renseignement célèbres mais en concurrence, l'ERG et la DST. Les renseignements généraux sont une police qui traite finalement des questions politiques essentiellement. C'est une police qui a été créée, qui date d'une longue date, on la retrouve dès le début du XXe siècle. Ils doivent savoir ce qui se passe dans un certain nombre de milieux économiques, sociaux, politiques, etc. Bon, c'est le premier service qui avait une compétence en matière notamment de terrorisme sur la surveillance des mouvements nationalistes, sûrement des mouvements violents, surveillance des milieux religieux, etc. Donc, ils opèrent une veille, on pourrait dire, opérationnelle sur un certain nombre de milieux. La DST était un service de contre-espionnage essentiellement qui a été spécialisé pendant très longtemps sur la lutte contre les espions. Avec donc un mode de travail complètement différent, qui est donc beaucoup plus secret, beaucoup plus centré sur des individus et des micro-groupes, beaucoup plus lié à la coopération internationale, c'est-à-dire à travailler sur des gens qui sont signalés par des services étrangers, donc avec des liens beaucoup plus importants avec l'étranger, etc. Je raconte tout ça parce que ça va avoir un certain nombre d'effets sur la manière dont ils vont lire les situations, notamment en matière de violences liées ou de violences politiques liées à l'islam. Au lendemain des attentats de 1995, dans le paysage morcelé du renseignement français, c'est la DST qui va prendre les rênes de la lutte antiterroriste. Elle braque en effet toute son attention sur l'Afghanistan, ses anciens combattants moudjahidines, dispersés depuis la fin de la guerre en 1989. On n'avait pas mesuré les conséquences de cette guerre en Afghanistan. On a commencé à la mesurer, comme je vous le disais, dès lors qu'on a vu que des réseaux avaient des individus qui s'étaient formés en Afghanistan. Et c'est pour ça qu'en novembre 1995, la DST décide de saisir le parquet de Paris pour lui demander l'ouverture d'une information dans le cadre d'une association de malfaiteurs en relation à une entreprise terroriste. Et on a baptisé ce dossier les filières afghanes. Ils vont s'accrocher à cette dimension des filières. D'abord afghane, puis bosniaque, puis ça sera tchétchène, puis de nouveau afghane, puis syrienne, puis malienne, puis syrienne, etc. Donc ils vont nouer des relations très particulières avec les juges antiterroristes, et notamment avec Jean-Louis Bruguière, et désormais, eux, récupérer l'essentiel des commissions rogatoires en matière d'islam. Notre devoir, c'est de faire en sorte
de mettre le curseur suffisamment en amont, tout en restant dans un cadre strictement légal, pour faire en sorte qu'on soit en capacité d'anticiper et de prévenir des attentats. C'est ça qui était important. Et c'est ça le changement de paradigme, je veux dire, et de posture, même unique, je pense, parce que en Europe, on n'avait pas ça. C'est de dire finalement la menace terroriste est une menace prégnante, c'est une menace essentielle, même si ce n'était pas le cas à l'époque, même si ce n'était pas, je veux dire, la réalité politique, telle qu'elle était, mais pour nous c'était ça, et que donc il faut faire en sorte de mobiliser l'ensemble des acteurs de l'État pour éviter que ça se produise, y compris les services de répression, le judiciaire, appareil judiciaire. Car on peut très bien faire de la répression, de la prévention par la répression, notamment par la sous malfaiteurs. Pendant des années, la méthode des services est la suivante. Repérer des réseaux en France et à l'étranger, les démanteler et en incarcérer systématiquement les membres sous le chef d'inculpation de l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Des dizaines d'individus sont ainsi arrêtés dans les années 90 et 2000, protégeant la France de nombreux attentats. Si le 11 septembre est un choc pour l'Occident tout entier, les services français sur la brèche depuis 1995 modifient peu leur méthode. Il faut attendre les attentats commis à Madrid le 11 mars 2004 qui tuent 200 personnes, puis à Londres le 7 juillet 2005 qui en tue 50 autres, pour que la France décide de réformer ses services. La menace évoluait et on ne pouvait pas se permettre d'être à la remorque des événements. Tout le monde était concerné. Et si auparavant, on pouvait faire une différence entre la menace externe et la menace interne, le phénomène des convertis et du départ vers les zones de djihad avec retour apocalyptique amenait à reconsidérer tout à fait la façon et la forme de travail. En 2008, les RG et la DST fusionnent pour devenir la direction centrale du renseignement intérieur. En pratique, ça va consacrer le triomphe finalement de la DST et des logiques d'action et de pensée DST sur celle des RG. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la DCRI, la nouvelle DCRI, intègre l'intégralité des personnels de la DST, qui était à peu près 1500 à l'époque, et une partie des renseignements généraux, qui étaient les plus proches notamment des questions de violence politique. Bon. Le reste des renseignements généraux étant renvoyé vers ce qu'on appelait les sous-directions à l'information générale, les SDIG, qui vont faire de renseignements pauvres à l'intérieur de la sécurité publique, avec très peu de moyens, très déconsidérés, etc., etc. Mais la réforme, bien que nécessaire, décime les services qui assuraient la surveillance des quartiers populaires et des mosquées, qui vont dès lors être négligés. Une négligence qui va coûter extrêmement cher à la France. Côté face, c'est un passionné de moto et de voiture. Mohamed Merah, un jeune homme qui semble profiter de la vie. Côté pile, Mohamed Merah tombe rapidement dans la petite délinquance. Il se rapproche de l'idéologie islamiste radicale. Il effectue au moins 2 voyages en Afghanistan et au Pakistan, jusqu'à devenir le terroriste qui a tué 7 fois de sang-froid. En 2012, après 16 ans sans attentat sur le territoire, la France se réveille avec la gueule de bois. Mohamed Merah a déjoué la surveillance de plusieurs services de renseignement intérieur et extérieur et pointé les failles du nouveau système de renseignement français. Le risque zéro n'existe jamais en matière d'attentats. Il y a tout de même dans les États les plus policiers au monde, le Chili de Pinochet, l'Espagne de Franco, il y avait des attentats. Donc ça ne veut pas dire, enfin c'est toujours même dans les États extraordinairement policiers, le risque zéro n'existe pas. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, effectivement, c'est que, en tout cas, l'affaire Merah va être interprétée notamment par des parlementaires, par des inspecteurs de l'éducation, de l'administration, des généraux de l'administration, comme finalement, en réalité, la matérialisation du fait qu'on avait perdu cette capacité à repérer, finalement, à savoir ce qui se passait dans un certain nombre de milieux. Après l'affaire Merah, il va y avoir 2 rapports parlementaires, un rapport d'inspection générale, il va y avoir plusieurs enquêtes importantes. Personne ne conteste à la DCRI à l'époque, finalement, sa capacité d'agir sur des gens qu'elle connaît, qui ont été repérés internationalement, etc. On dit, bon, voilà, sur ces gens-là, ils feront un travail tout à fait convenable. Par contre, disent ces rapports et disent ces analyses, sa revendication d'être capable de faire... d'y
de faire comme ce qu'elle disait, de repérer les signaux faibles, c'est-à-dire en tout cas de voir des signes. Là, pour le coup, il y a une très forte contestation de cela. On dit non, vous n'êtes pas capable de faire cela, vous n'êtes pas du tout en capacité de repérer effectivement des gens qui ne seraient pas déjà dans des organisations, j'ai envie de dire solidifiées, mais en tout cas avec une certaine structure. Le monde du renseignement s'affole et l'information générale voit ses effectifs et ses moyens augmenter. En 2014, elle est rebaptisée Renseignement territorial. À demi-mot, on ressuscite les RG pour 2 missions au sein de la lutte antiterroriste, la surveillance des quartiers et celle de l'islam de France. De 1400 agents en 2008, il y en a aujourd'hui près de 2700. Le RT travaille au plus bas niveau, c'est-à-dire, comme je vous l'expliquais, sur tous ces profils qui, à un moment donné, inquiètent l'entourage, le milieu professionnel, par un changement de comportement. Le nouveau renseignement. Ensuite, pour le RT, de 2 choses l'une. Soit on est confronté à un profil dont on sait qu'il est proche d'un réseau terroriste ou connu comme terroriste, soit qu'il est dans une dynamique de départ pour faire le djihad, et à ce moment-là, le renseignement territorial transmet le dossier à la DGSI, dont c'est le métier. La DGSI est le service leader de la lutte contre le terrorisme. Malgré ces réformes, la menace s'intensifie et les services de renseignement semblent alors embarqués dans une course contre la montre, dans laquelle ils ont toujours un temps de retard. Au printemps 2014, c'est encore un jeune Français revenu de Syrie qui assassine 4 personnes au musée juif de Bruxelles. À l'automne suivant, la proclamation de l'État islamique déclenche une vague de départ en Syrie qui accapare les agents et les détourne de leur surveillance plus ancienne. Ce sont pourtant 3 cibles repérées mais négligées par les services de renseignement qui frappent en janvier 2015. Une question se pose alors, qui doit-on surveiller ? Vous avez effectivement des grandes similarités entre Mera, Médine et Mouche aussi, qui a les attentats contre le musée juif de Bruxelles, les frères Kouachi, Koulibaly, au sens où vous avez d'abord des trajectoires qui sont des trajectoires sociales un peu similaires, je dirais, ça c'est le premier élément, notamment sur la question de petite délinquance, des choses comme ça. Vous avez des mêmes formes d'adhésion à une vision idéologique, ou à une idéologie, alors qu'on pourrait dire faite de combattants héroïsés, de théâtre d'action. On a un principe idéologique qui est assez similaire. Ils adhèrent un petit peu à la même chose. Je parle de principe idéologique, je crois qu'il faut le différencier, c'est pas un principe religieux. C'est-à-dire que c'est plutôt des gens qui sont plutôt qui connaissent assez peu finalement la question religieuse. Mais une idéologie, c'est une grille de lecture du monde. Là, on a des gens qui ont une vision très particulière, une grande théodicée civilisationnelle, grosso modo. On est dans une situation dominée, de toute éternité. Cette situation dominée, elle est homologue à celle des Palestiniens, par exemple, ou d'autres peuples opprimés. Et tout ça, c'est la faute des croisés et des Juifs. Voilà, c'est un grand récit civilisationnel de toute éternité. Ça donne un sens, je veux dire, à la fois au monde, mais aussi à leur expérience vécue, concrète. C'est-à-dire toutes les discriminations, toute l'exclusion qu'ils ont pu vivre, qui est une exclusion réelle, concrète, je dirais, elle prend sens dans, évidemment, ce grand récit qui leur donne sens. Après, ça ne veut pas dire qu'on peut élaborer des profils. On a des gens qui ont des trajectoires relativement différentes ou complètement différentes qui peuvent passer à l'acte. C'est-à-dire que la question de la radicalisation et l'occasion de la passage à l'acte, qu'il faut rappeler, est extraordinairement rare, parce qu'évidemment, si on prend juste ces profils-là, c'est des dizaines de milliers de gens qui sont concernés. Donc le passage à l'acte est lié, évidemment, à des dynamiques très propres, très singulières dans les existences des individus. La violence politique, elle n'émerge pas, ou n'émerge jamais ex nihilo. On a beaucoup travaillé sur les typologies. Certains nous ont dit, voilà, il y a un rapport entre les banlieues et le djihadisme, le terrorisme, la radicalisation. Le sénateur. D'autres nous ont dit non, ce sont les gens qui décrochent à l'école, les décrocheurs scolaires. D'autres nous ont présenté toute une série d'hypothèses. En réalité, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de rapport de cause à effet simple. On trouve des gens dans la campagne, un jeune qui a fait ses études dans un établissement catholique, qui est dans une petite commune de Normandie où il ne se passe pas grand-chose, et qui tout d'un coup part en Syrie.
À l'unité de coordination de la lutte antiterroriste qui centralise toutes les informations des différents services de renseignement et qui établit chaque semaine un état de la menace pour le gouvernement, on ne cache pas son inquiétude. D'accord. La menace aujourd'hui est très élevée. Il ne faut pas s'en cacher, il ne faut pas utiliser de langue de bois. Elle est très élevée et ce sont les groupes terroristes eux-mêmes qui le disent. Nous sommes actuellement en tête de liste des pays menacés. Alors pour quelles raisons sommes-nous en tête de liste de ces pays menacés ? Eh bien pour plusieurs raisons. Première raison, c'est notre politique générale qui ne plaît pas, bien sûr, à ces groupes terroristes. Ça a été notre engagement ancien en Afghanistan contre les talibans, contre l'insurrection et le terrorisme. Ça a été notre engagement, bien sûr, au Mali pour contrer et détruire Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et c'est aujourd'hui notre engagement en Irak dans le cadre de frappes aériennes. Évidemment, la France, conjuguant ces trois facteurs, constitue la cible idéale. Le directeur de l'antiterrorisme. Il y a aujourd'hui, j'allais dire, tellement de personnes qui manifestent des signes inquiétants de radicalisation, de déviance radicale susceptible de mener à la violence, que nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de faire des choix, de prioriser. Et prioriser, choisir, c'est aussi, et il faut le savoir, prendre le risque de se tromper. C'est prendre le risque de passer à côté d'une véritable dissimulation d'une personne. Or, la taquilla, qui est l'art de la dissimulation chez ces gens-là, est extrêmement développée. Elle est même enseignée au travers de la propagande djihadiste qui circule sur Internet. Avec les moyens de communication modernes, je veux dire qu'il y a un recrutement qui s'est fait, une dimension exceptionnelle. Si vous voulez, là où on a travaillé sur des dizaines d'individus, quelques centaines, on est maintenant sur des milliers d'individus, puisque concernant la scène syro-irakienne, on dit qu'on est à 1700, concernant les gens sur lesquels il faut travailler, c'est 3000 individus, mais c'est démentiel, c'est démentiel. Et encore, je pense qu'on a sous-évalué tout ça, parce que ça doit être beaucoup plus important. Il y a des choses qui nous échappent encore. Aujourd'hui, la lutte s'organise tous azimuts. Protection militaire des sites sensibles, contre-propagande anti-djihadiste, arsenal juridique et administratif renforcé. Mais la bataille s'est aussi déplacée là où personne ne s'y attendait, en prison. Car 20 ans d'incarcération systématique ont fait de l'univers carcéral un des meilleurs terreaux de l'islam radical, un effet pervers de la lutte antiterroriste. On sait que les prisons françaises sont à compter parmi les foyers de radicalisation importants. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Je dis pas que ça a toujours été, mais ça a 25 ans, 20 ans, je sais pas. Il y a toujours eu une radicalisation en prison. L'avocat. Maintenant, avec la multitude de procédures terroristes et d'incarcération pour ces motifs, il y a peut-être eu une prise de conscience en se disant le phénomène est tel que le risque de radicalisation ou même de contamination du reste de la population carcérale est de plus en plus important. Tout de suite après l'affaire Nemouche et la tuerie du musée juif de Bruxelles, on a 90 suivis de terroristes islamistes. On est aujourd'hui à 196. Voilà, donc vous voyez, en un an, il y a une croissance quand même relativement forte. La sécurité pénitentiaire. Et il y a tous les autres qui se radicalisent ou qui sont des proies faciles et vulnérables. Alors, c'est extrêmement difficile de donner un chiffre fiable, d'une part parce que ça change tout le temps. On peut suivre une personne pendant quelques temps puis se rendre compte qu'en fait, c'est quelqu'un qui a une pratique religieuse, certes forte, proche du fondamentalisme. Ça n'en fait pas pour autant un radical. La définition du radicalisme violent, c'est quand même d'abord le passage à l'acte violent. Donc, on peut être très fondamentaliste et pour autant pas être un radical. Donc, il ne faut pas non plus, nous, on se trompe. Moi, je dirais qu'on est de l'ordre de 3 à 4 000 personnes qu'on suit au titre de la radicalisation. C'est donc toute la stratégie d'incarcération, pierre angulaire de la lutte antiterroriste française depuis 20 ans, qui est aujourd'hui interrogée. Même si à l'heure actuelle, c'est toujours la politique appliquée aux djihadistes de retour de Syrie. Je trouve effectivement que la détention est trop systématique dans ces procédures. Elle est trop systématique et il faut savoir, et ça on pourra tirer
les conséquences et dresser un bilan dans quelques années. Est-ce que la détention aura vraiment été utile? Est-ce qu'on aura pu récupérer ces gens? Ou est-ce que, du fait de les avoir incarcérés, on les aurait stigmatisés à un point qu'ils n'en ressortent pas forcément, entre guillemets, changés ou grandis? Voilà. Aujourd'hui, des gens qui prennent des armes et qui passent à l'acte, c'est extraordinairement rare sur notre territoire, fort heureusement. Bon. Dire que ces gens-là, c'est la même chose que des gens qui vont se battre en Syrie, c'est complètement aberrant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui rentrent de Syrie qui pourraient le faire, mais l'essentiel des gens qui sont partis en Syrie et qui rentreront de Syrie ne feront pas ça. Maintenant, si l'essentiel des gens qui sont partis en Syrie se retrouvent en prison et se retrouvent sous surveillance, etc., on démultiplie d'autant les risques qu'effectivement, ils passent à ce genre de choses. Alors que la politique antiterroriste s'est articulée depuis 20 ans autour de la répression et de la détention, l'ampleur de la menace actuelle, toujours plus diffuse et difficile à contrer, pose des questions de méthode. Faut-il continuer de tout criminaliser? N'est-il pas temps de s'attaquer aux causes du terrorisme? C'est un peu dommage que dans ce débat-là, on n'apprenne pas un peu de la sociologie des conflits. Parce que la sociologie des conflits, on se rend compte que, précisément, toutes les sorties de conflits, c'est la désescalade, c'est la construction de la cohésion nationale, c'est la construction d'un vivre ensemble. C'est ces dimensions-là qui, aujourd'hui, font l'objet, je lui ai envie de dire, des savoirs les plus ordinaires des institutions internationales. Vous avez des guides pratiques, vous avez des milliers de médiateurs qui sont formés à cela. Alors même que sur des terrains comme la violence politique sur ces questions-là, on prend exactement la dimension inverse, c'est-à-dire la construction de deux camps bien opposés, la question de l'escalade, etc. Et je crains que ce soit un peu dommage, en tout cas, de ne pas en prendre un petit peu plus de ces dimensions-là.